Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des webinaires d'Amartex dans le cadre de son club actionnaire. Je vous remercie tous pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez à notre sujet du jour sur les engagements RSE concrets d'Amartex. Pour vous présenter ce thème qui est au cœur de la stratégie d'Amartex, je vais laisser la parole à Patrick Seguin, CEO, à Bruno Defage, directeur administratif et financier, et à Joséphine Biernacki, responsable RSE d'Amartex. Je vous remercie pour votre temps et pour vos éclairages sur ce sujet passionnant. Donc, à tous, nous aurons dans un premier temps une présentation pendant laquelle je vous remercie de bien vouloir couper vos micros, puis une session de questions et réponses pendant laquelle vous serez invités alors à poser toutes vos questions à nos intervenants. Patrick, je vous laisse la main. Merci Aliénor. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au webinaire numéro 6 sur Damartex. On est content de vous retrouver. Et même si on est en février, il n'est jamais trop tard pour vous partager nos meilleurs vœux pour 2022. Même s'ils sont en retard, ils sont sincères. Si vous êtes là, c'est que vous connaissez Damartex, soit en tant qu'actionnaire, investisseur ou simplement que vous êtes intéressé par l'histoire que nous avons à raconter. Et le principe de ces webinaires, c'est de partager avec vous notre vision et notre stratégie sur différents sujets. La règle étant, c'est qu'on ne partagera pas de chiffres financiers dans ces webinaires, mais qu'on partagera avec vous plus notre stratégie. Alors le thème aujourd'hui, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que je trouve et que je considère vraiment essentiel pour l'avenir. C'est en effet la stratégie RSE, vous l'appelez ESG ou CSR en différentes langues. Et je vais vous dire un petit secret, quand on prépare ces webinaires avec notre agence de communication financière, avec Aliénor et son équipe, ils nous ont fait le retour, mais Patrick, vous avez tellement de choses à raconter sur la RSE et vous dites absolument rien. Et c'était vrai. Donc, on va vous dire un peu plus aujourd'hui et c'est le parti qu'on a pris. En quelques mots, la stratégie RSE pour nous est partie intégrante et très importante de notre plan de transformation. Vous le savez, on a lancé il y a maintenant plus de 2 ans un plan de transformation qui s'appelle Transform to Accelerate 2.0 et qui est vraiment critique et essentiel pour construire le Damartex de demain. Et un des 5 piliers de ce plan de transformation s'appelle Change Our World et c'est toute la dimension RSE. Alors, quelques mots sur la sémantique. On n'a pas choisi Change Our World par hasard parce que un peu dans nos valeurs, l'humilité, c'est très important. On n'a pas du tout l'ambition de changer le monde. On va commencer pas à pas par changer notre monde. Et ceux qui connaissent bien le groupe savent qu'on se concentre beaucoup plus sur l'action que sur le discours. On est résolument volontariste sur la RSE. Et vous allez voir en écoutant Joséphine que ce projet, on l'a lancé il y a 2 ans et demi formellement, mais que l'ambition RSE, elle est dans nos gènes depuis très longtemps, avec aujourd'hui plus de 80 projets en parallèle dans le groupe pour relever les défis de la RSE. Donc, notre Sherpa sur ce sujet, c'est Joséphine, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, qui est à la tête de toute la dimension RSE du groupe depuis 7 ans maintenant. Elle est Chief Sustainability Officer, elle me rapporte directement. Je considère que c'est essentiel pour la crédibilité de nos stratégies d'avoir un lien direct avec le COMEX et le CEO sur la stratégie RSE. Donc, je vais passer la main à Joséphine qui va nous partager ce qu'on a accompli. Comme l'a dit Aliénor, ça va durer un quart d'heure. Je vous propose, comme on le fait habituellement, de réserver aux questions pour la fin. On prendra toutes les questions pour la fin, notez-les. Et par la suite, Aliénor animera les questions-réponses. Et je passe la main directement à Anne-Sophie pour nous mettre la présentation et à Joséphine pour se présenter. Merci Patrick. Alors, oui, attendez, j'attends un peu la présentation. Alors, effectivement, hein, comme tu le disais, ça fait 7 ans que j'officie sur la RSE chez Damartex et voilà, je voulais commencer en vous disant que c'était un vrai plaisir et une vraie fierté de partager avec vous le travail qui a été accompli par l'ensemble des équipes parce que depuis maintenant plusieurs années, on est convaincu que business et développement durable sont devenus indissociables. Comme tu l'as dit, Patrick, ils sont
la RSE est au cœur de notre plan de transformation. Et donc, on a écrit un programme il y a 2 ans et demi qu'on a appelé Change Our World. Et ce programme, il est structuré autour de 3 piliers. Un premier pilier qui est s'engager pour notre planète, à travers en fait l'ambition de réduire notre empreinte sur l'environnement. Un deuxième pilier qui est s'engager pour plus d'éthique, et plus spécifiquement auprès de nos fournisseurs à travers une politique des achats responsables qui était le point de départ de la mise en place de notre politique RSE. Et puis un troisième pilier qui est la solidarité entre les générations et pour lequel nous avons créé la fondation On Senior Side qui va bientôt avoir 3 ans. Alors, on est convaincu que le succès de la mise en œuvre de cette stratégie réside dans une gouvernance partagée et on a vraiment souhaité mettre les équipes, les métiers, les experts au cœur de cette politique RSE. On a créé au sein du COMEX le comité RSE qui soutient, approuve et oriente la stratégie dont les résultats sont présentés au conseil de surveillance 2 fois par an. Et ensuite, au sein de chaque marque, on a créé ce qu'on appelle un COPIL qui est en charge d'accompagner et puis de mettre en place les différents plans d'action au sein de chaque marque et qui est composé d'un sponsor et d'un leader par planète. Et au milieu de tout ça, je suis vraiment très fière d'animer l'équipe RSE. Notre rôle est vraiment d'aider les équipes au sein des marques à s'approprier la démarche et planifier le chemin pour arriver à nos ambitions. Et pour cela, on s'attache à construire des réseaux d'acteurs, des outils de mesure, à assurer le reporting de tous les résultats obtenus et surtout de permettre que l'information circule et que le partage de bonnes pratiques se fasse au sein de tout le groupe. Donc, c'est vraiment un rôle de facilitateur qu'on essaye de prendre. Et au-delà de ce premier capital de l'entreprise, qui est le capital humain sur lequel réside cette gouvernance RSE, on s'appuie aussi sur des socles et sur des référentiels qui sont solides et reconnus. Le Global Compact des Nations Unies qu'on a rejoint en 2015, l'Initiative for Compliance and Sustainability qu'on a rejoint en 2017, le Fashion Pact qu'on a rejoint en 2019. Et donc, on travaille avec nos pairs et avec nos concurrents, convaincus que c'est tous ensemble qu'on arrivera à répondre aux défis qui sont les nôtres. Alors, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Je vous propose de vous présenter les piliers, les 3 piliers. Autour de ces 3 piliers, on a identifié des enjeux forts auxquels on a associé des ambitions qui sont fortes. Et en ce qui concerne le pilier planète, je pense que tu peux passer à la slide suivante, Anne-Sophie. On a des enjeux de changement climatique, des enjeux de production respectueuse de l'environnement et de réduction de déchets. Alors, en face de ces enjeux, on a mis des ambitions fortes de réduction de notre empreinte carbone de 30% d'ici à la fin de l'année, de neutralité carbone d'ici 2030. On a mis des ambitions au niveau de notre offre produit et d'avoir 25% de notre offre plus responsable d'ici la fin de l'année et d'avoir une offre entièrement responsable d'ici 2030. Et enfin, de supprimer d'ici la fin de l'année les emballages plastiques à usage unique. Donc, où on en est aujourd'hui, on a mesuré notre empreinte carbone non, je pense que tu peux rester sur la slide d'avant, Anne-Sophie. On a mesuré notre empreinte carbone qui est de à peu près 600 000 tonnes de CO2 équivalent. Alors, peut-être que ça ne vous parle pas du tout. Ça équivaut à 17 kg de CO2
émis par produit vendu. Et 600 000 tonnes de CO2, c'est l'équivalent de 600 000 allers-retours Paris-New York en avion. Donc voilà pour donner une petite idée. Alors, cette mesure, on l'a faite il y a 2 ans. On ne l'a pas remesurée l'année dernière. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a commencé à mettre en place des plans d'action qui ont permis une réduction sur la partie énergie, les scopes liés à notre activité en propre, de 18%. Je le détaillerai juste après. On a aujourd'hui 17% des collections que l'on a classifiées comme étant plus éco-responsables. Donc pour cela, je vous expliquerai les règles qu'on a fixées. Et enfin, au cours du dernier exercice, on a réduit de 18% le volume de nos plastiques versus l'année précédente. Alors, si on regarde un petit peu, là, je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, Anne-Sophie. Si on regarde notre enjeu et notre ambition de réduire notre empreinte carbone, on a commencé par la mesurer. On a tout de suite été conscient que notre empreinte carbone, elle se situerait surtout au niveau elle serait surtout liée aux produits et au cycle de vie du produit. On a donc décidé de réaliser cette mesure sur l'ensemble de la chaîne de valeur de production, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières nécessaires à la fabrication de nos produits jusqu'à la fin de vie de ces produits. Et effectivement, 90% de ces 600 000 tonnes de CO2 équivalents sont liés à la fabrication et à l'utilisation de nos produits, de nos packaging, du papier nécessaire pour les catalogues et les mailings. Donc, on a 45% sur la fabrication des produits et 45%, alors ça a été une grosse découverte, sur l'utilisation qui est faite de nos produits par les clientes. C'est-à-dire la manière dont, une fois qu'elles ont acheté le produit, elles l'entretiennent et elles gèrent la fin de vie de ce produit. Et ensuite, on a les 10% restants sont liés une partie pour la distribution des produits, que ce soit les déplacements clients au magasin ou les livraisons à domicile dans le cadre de la vente à distance. Une partie assez minime sur le transport des produits, qui représente simplement 3%, et ensuite l'énergie de nos bâtiments de 2%. Alors, on a mis en place des plans d'action et les premiers plans d'action ont permis cette réduction au niveau de l'énergie de 18%. Pour le reste, on n'a pas remesuré. C'est prévu au cours de cet exercice-là. Et pour ça, on s'est outillé avec un outil de mesure et de pilotage en interne qui est l'outil Tuvalu, qui va nous permettre de mesurer les résultats de nos actions et en tout cas aussi de pouvoir évaluer l'impact attendu des actions que l'on veut mettre en place. Et donc, parmi les plans d'action, là, je pense que tu peux passer à la slide suivante, il y a notamment tout ce qui est éco-conception de nos produits, puisqu'on voit que l'empreinte majeure est liée à la fabrication de nos produits. Alors, en termes de plan d'action sur l'éco-conception, je vous disais qu'on avait fixé un petit peu les orientations qu'il fallait donner pour pouvoir considérer un produit comme plus éco-conçu. Et donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur les matières, de partir sur des matières plus responsables, des matières recyclées, des matières organiques, des alternatives à certaines matières, des labels qui garantissent un moindre impact sur l'environnement. Mais aussi, alors c'est un gros chantier qui a été notamment entrepris chez Damar Exandres, mais aussi sur la durée de vie, la qualité des produits. On n'est pas dans la fast fashion, hein, on est vraiment sur un produit qui est fait pour durer.
et même un chantier sur la réparabilité de nos produits qui a été entrepris par Xandres, qui veut pouvoir garantir la réparation des produits. On a un autre axe qui est celui d'une fabrication plus proche, plus locale, qui est l'axe qu'a choisi Affibel, avec une priorisation sur l'approvisionnement européen. Et on a aussi des chantiers au niveau du recyclage et de l'upcycling. Alors, au niveau du recyclage, voilà, d'ici l'hiver prochain, vous verrez arriver sur le marché une doudoune d'Amar dont le rembourrage sera en fait issu des déchets de coupe, donc des déchets de production, qu'on aura retravaillé pour en faire le rembourrage de la doudoune. Et le service R&D va continuer à travailler sur ce sujet-là pour imaginer pouvoir utiliser ce qu'on appelle les textiles post-consumer, donc pouvoir demander à la cliente de nous ramener ces anciens thermolactiles pour en refaire de la matière. De la même manière, l'upcycling, Damar a travaillé des capsules produits à partir de produits invendus qui n'avaient pas trouvé, pas trouvé de clientes, et pour retravailler ces produits et en refaire de nouveaux produits. Donc, vous pouvez voir sur la slide cet impair qui a été, on va dire, customisé avec des jeans qui n'ont pas été vendus. C'est ce qu'on appelle l'upcycling. Alors, je vous disais tout à l'heure que toutes ces initiatives passent par les équipes et voilà. Et tout ça repose sur beaucoup de formations qu'on a faites auprès des équipes produits pour leur permettre de bien appréhender ces sujets, de concevoir leurs produits, leurs collections dès le démarrage en pensant fin de vie et donc en éco-concevant leurs produits. L'autre chantier auquel on s'est attaqué, c'est celui des packaging et plus précisément des plastiques. On a identifié les 3 sources majeures de plastique au sein du groupe, qui sont les polybags des produits. Chaque produit qui arrive dans l'entrepôt est emballé dans un sac plastique, mais aussi les colis d'expédition vers la cliente pour tout ce qui est vente à distance. Et enfin, tout ce qui est film plastique qui entoure les mailings et les catalogues. Alors, des gros chantiers, des gros projets, des gros groupes de travail se sont mis en place sur ces trois sujets-là. Damar, sur sa gamme de produits emblématiques, qui est le sous-vêtement thermolactyle, et d'ailleurs pas que, je pense que le sous-vêtement aussi en coton, a entièrement remplacé le packaging plastique par un packaging carton. Donc, il n'y a plus de produits sous-vêtements thermolactiles emballés dans du plastique. On a Affibel qui, sur sa gamme linge de maison, a remplacé le plastique par une bague en papier craft ou par un tote bag dans lequel la parure de linge de lit est emballée. On a les premiers produits, les premiers tests qui ont été faits sur ce qu'on a appelé les produits non sensibles, donc un produit qui est plutôt de coloris foncé et qui se tient bien et qui n'a donc pas besoin d'être emballé en plastique. On a Dry Passion qui a lancé son nouveau concept pour l'homme, aujourd'hui, ne livre ses clientes qu'en colis carton. Les colis qui partent chez la cliente ne sont plus en plastique. L'ensemble des produits cadeaux, ensemble des cadeaux qui sont envoyés, des cadeaux promotionnels qui sont envoyés à la cliente arrivent aujourd'hui en entrepôt sans plastique. Donc voilà, toutes ces actions qui ont été mises en place ont permis, en tout cas, entre le dernier exercice et l'exercice précédent, une réduction de 20% de nos emballages plastiques. Et j'ai oublié de vous dire aussi que voilà, les films plastiques qui entourent les catalogues et les mailings sont amenés,
ont disparu du marché français, ça c'est une réglementation, mais en tout cas sont amenés à disparaître dans les autres filiales du groupe. Je préciserai juste aussi que ça, c'est des sujets qu'on travaille avec nos pairs et concurrents, et notamment au sein du Fashion Pact, où on a rejoint une action commune pour trouver une solution durable et économiquement viable d'alternative en fait au polybag traditionnel. Et donc, il y a des équipes en interne qui sont mobilisées sur ce projet avec d'autres marques au sein du Fashion Pact. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre premier pilier planète. Le deuxième pilier est celui de l'engagement pour plus d'éthique. Et derrière ça, on a des enjeux d'impliquer les métiers, de donner du sens, de générer de la fierté à l'intérieur du groupe sur la partie plus politique ressources humaines, mais aussi de travailler en partenariat de long terme avec nos fournisseurs. Cette politique des achats responsables, d'ailleurs, c'est vraiment l'origine de notre démarche RSE. Offrir des produits de qualité à nos clients, c'était notre priorité, mais le faire de manière responsable et éthique était tout aussi important. Et donc, on a souhaité mettre en place cette politique des achats responsables. Nos ambitions, c'est d'avoir d'ici 2030 100% de nos collaborateurs engagés dans la RSE et 80% des produits que l'on met sur le marché issus d'usines auditées d'ici la fin de l'année et 100% d'ici 2030. À ce jour, on a mis comme KPI au niveau des politiques ressources humaines le pourcentage de satisfaction client que l'on satisfaction au travail que l'on mesure régulièrement au sein de chaque filiale et qui est consolidé au niveau du groupe à 85%, et le pourcentage de produits qu'on met sur le marché issus d'usines auditées socialement qui est à 53% pour le groupe. Je pense que tu peux passer à la slide suivante. Je vais un petit peu vous parler de cette politique des achats responsables. En fait, à l'origine de notre réflexion, on a souhaité faire de notre usine en Tunisie un exemple et un laboratoire d'essai avant d'aller imposer ou en tout cas travailler avec nos partenaires grand import. On estimait qu'il était de notre devoir d'être irréprochable, en tout cas sur notre propre usine en Tunisie. Et donc la démarche est partie de là, où on a audité notre propre usine, on a audité ses sous-traitants. Alors l'usine s'est révélée être plutôt un modèle. Elle a reçu des certificats. Et en fait, elle a un rôle aussi de dupliquer toutes ces bonnes pratiques auprès de ses fournisseurs et toutes ces notions de politique de santé et sécurité sur lesquelles on a plutôt de très très bons résultats. On est très fiers de dire que voilà, ça sert de source d'inspiration à l'ensemble de nos sous-traitants. Et donc, en partant de là, on a établi cette politique des achats responsables autour de 3 piliers. Un premier pilier qui est la charte des achats responsables, où on explique à nos fournisseurs qu'il est important pour nous de garantir à nos clients que les conditions dans lesquelles sont fabriqués les produits respectent l'homme et l'environnement. Et donc, on leur demande de nous ouvrir leurs usines pour pouvoir réaliser des audits sociaux ou faire réaliser des audits sociaux par des tierces parties. Et pour ça, on est membre de l'Initiative for Compliance and Sustainability. Et ce qui nous a paru aussi extrêmement important, et c'est le troisième pilier, c'est l'implication des acheteurs. La démarche passe par l'implication des acheteurs. On leur a expliqué que, et aujourd'hui c'est bien intégré dans la démarche, qu'au-delà de chercher un bon produit au bon prix, au bon niveau de qualité et qui va être livré dans le bon délai, il fallait aussi que les conditions dans lesquelles était fabriqué respectent à la fois l'homme et l'environnement. Donc aujourd'hui, on est à 53% des produits du groupe qui proviennent d'usines auditées, avec de grosses félicitations sur la marque Damar qui
qui approche les 80%, puisque au mois de juin l'année dernière, on était à 78% et on a fait une simulation là, au mois de janvier où on dépassait les 80%. Donc, on a initié la démarche. On a initié la démarche chez Damar et ça porte ses fruits. Le troisième pilier est celui de la solidarité. Et donc, on a créé il y a 3 ans notre fondation, dont la mission est de changer le regard de la société sur les seniors et agir pour leur bien-être. On soutient des projets qui sont portés par des associations autour de 3 axes. L'activité des seniors pour améliorer le bien-être, le lien intergénérationnel et puis favoriser le maintien en bonne santé à domicile pour accompagner les aidants. Cette fondation, on l'a co-créée avec l'ensemble des collaborateurs et on a une grande implication. Aujourd'hui, la fondation, c'est des collaborateurs engagés qui la font vivre en interne. C'est 66 projets répartis dans 5 pays pour 17 000 bénéficiaires et plus de 300 000 euros qui ont été reversés à des associations. Voilà, j'ai essayé brièvement de vous faire un état de notre stratégie RSE. Ce que je voulais vous dire, c'était que la dynamique était là, qu'on n'était pas les meilleurs, on avance avec de la volonté, avec de la fierté. Et que les effets commencent à porter leurs fruits parce que ces effets, ils sont reconnus et récompensés puisqu'on a obtenu un trophée lors de la 27e édition des trophées de l'économie responsable organisée par le réseau Alliance où notre authenticité et notre engagement ont été reconnus. Mais ces efforts, ils sont aussi évalués. Et nous sommes évalués tous les ans par Etifinance et qui vérifie, enfin qui évalue notre politique RSE et on remarque voilà, que depuis que nous avons structuré et notre politique RSE, nous avons fait un grand bond en avant hein, puisqu'on a obtenu le score de 59 cette année alors qu'on était à 17 il y a 2 ans. Et enfin, ces efforts, ils sont aussi vérifiés et communiqués puisque nous sommes soumis à la déclaration de performance extra-financière qui est donc disponible sur notre site web et auquel vous pouvez avoir accès. Voilà pour ce qui est de notre feuille de route et de notre ambition de placer la RSE au cœur de notre modèle et de notre transformation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Un grand merci Joséphine et félicitations pour le travail au quotidien. Aliénor, je te laisse la main pour un peu prendre les questions. Bien sûr. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation et tous ces éléments. À tous, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Profitez-en. Vous pouvez soit vous faire un signe ou les écrire dans le chat ou sinon ouvrir votre micro et votre caméra si vous le souhaitez pour les poser. La première question est toujours la plus difficile et après, généralement, ça tourne. Ou pas. Est-ce que quelqu'un, n'hésitez pas, hein, c'est le moment justement sur tous les piliers abordés et détaillés par Joséphine, ou bien vous adresser à Patrick directement. Oui, bonjour, Louise Turettini de Quero Capital. J'avais une question par rapport à votre calcul d'émissions de carbone. Donc, en fait, souvent on mentionne l'analyse scope 1, 2 et 3. Donc là, si j'ai bien compris, en fait, vous avez fait l'analyse totale des scopes 1, 2 et 3. Et mais cette analyse date d'il y a 2 ans. Votre objectif, c'est de la faire maintenant chaque année. Comment vous allez monitorer cette évolution de carbone?
Alors, on a calculé cette empreinte en 2020 sur la base de l'exercice 2018-2019, donc des données 2018-2019. Je ne sais pas si on va la calculer tous les ans, mais en tout cas, on a prévu de la recalculer cette année, et c'est pour ça qu'on s'est outillé et qu'on a pris l'outil Tuvalu qui va nous permettre, donc on est à ce jour occupé de paramétrer en fait l'outil et d'y rentrer notre historique, et voilà, nous avons prévu de faire sur le nouvel exercice financier une nouvelle collecte et une nouvelle évaluation de notre empreinte carbone, et surtout de pouvoir évaluer l'impact des actions sur la réduction. Et si vous voulez D'accord. plus de détails, la question est pertinente sur les 3 niveaux de scope 1, 2 et 3. En effet, c'est les émissions carbone. Tout ça est détaillé dans notre rapport de performance extra-financière et on l'aborde pas à pas. Donc, c'est un sujet très, très vaste, comme vous le savez, mais qu'on a traduit en pas mal de points d'action. Et ça permet de rebondir peut-être sur une des questions que je vois sur le chat, qui est « Bonjour, quelles sont vos ambitions en matière de solarisation des sites ?» On a fait le point en regardant le bilan carbone et on a essayé de se concentrer où on avait le plus d'impact au départ, qui est la conception de notre produit et l'éducation de nos clients sur leur utilisation. Mais on a regardé également, vous savez qu'on a près de 200 magasins dans le groupe. On a lancé il y a maintenant près de 3 ans tout un travail de modernisation de notre éclairage en interne en basculant à du 100% LED. Les 18% de baisse d'empreinte carbone depuis 1 an sont essentiellement dus à ça. On a regardé la solarisation des sites. Nos points de vente sont des points de vente plus petits. On n'est pas Decathlon ou Leroy Merlin avec des entrepôts, mais on a souvent des magasins de centre-ville. Donc, on a sur le site moins d'ambition. Par contre, sur nos entrepôts, il y a des sujets qui sont en cours. Et on travaille sur un projet qui devrait bientôt voir le jour également, de mettre des panneaux solaires sur notre usine en Tunisie. Où là, le soleil est beaucoup plus présent qu'ici. Et donc, l'idée, c'est de rendre le site de DMT le plus passif possible dans une échéance de 18 mois, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? N'hésitez pas à poser vos questions. Merci Patrick et Joséphine. Je vous rappelle aussi que vous trouverez tous ces éléments sur le site de Damartex, qui a une rubrique dédiée très bien construite, et sur les DPEF qui sont publiés aussi chaque année. N'hésitez pas à nouveau. Alors, on a une nouvelle question de Benoît Gontier. Bonjour, le pôle santé est-il concerné par les démarches RSE ? C'est une bonne question. Vous savez que le pôle santé a été créé de manière sizable, je dirais, dans le groupe il y a maintenant 2 ans, avec Santéol, avec les différentes acquisitions qu'on a réalisées maintenant. On les fait rentrer dans le processus. Le pôle santé est essentiellement un pôle de service. Donc, on n'a pas de produit en tant que tel. Par contre, dans la démarche RSE, il y a toute la considération vis-à-vis du client ou du patient. Il y a toute je ne vais pas revenir sur les sujets et les discussions actuelles qu'on peut entendre sur les maisons de retraite. On n'est pas en maison de retraite, on est uniquement à domicile. Mais la dimension respect, empathie est mesurée également via du NPS auprès de nos clients. Donc, on fait rentrer tout doucement notre pôle santé dans la politique RSE, mais objectivement, il est bien moins développé que ce que vous trouvez sur les pôles fashion ou home and lifestyle. Je ne sais pas, Joséphine ou Bruno, si vous voulez rajouter un point. Oui, on en a beaucoup parlé. Alors, on est soumis à la déclaration de performance extra-financière. Donc, on a un organisme tiers indépendant qui certifie notre déclaration de performance extra-financière. On a beaucoup échangé avec les auditrices. Compte tenu de la représentation actuelle du pôle santé, c'est vrai qu'on ne l'a pas intégré dans la déclaration de performance extra-financière, mais ça fait partie des améliorations qu'on doit apporter, et ça va se faire au fur et à mesure que le pôle grossit. Il y a une question sur bonsoir, allez-vous également intégrer dans vos audits l'aspect environnemental, notamment au travers d'ICS? Est-ce que tu veux répondre, Joséphine? C'est vrai qu'on a essentiellement aujourd'hui, enfin majoritairement et quasi exclusivement réalisé des audits sociaux.
On a commencé la partie environnementale de la même manière qu'on avait abordé la partie sociale par notre usine DMT. Hein. On a réalisé un audit environnemental ICS chez DMT, alors sans qu'ils le sachent, en plus non annoncé. Et il y en a, alors je faisais le point avec mon équipe hier, je pense qu'il y en a 3 ou 4 dans les tuyaux. Un audit environnemental, ça doit se faire à partir du moment soit où l'usine est intégrée, soit si on est dans une teinturerie ou voilà, si c'est juste un confectionneur, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc, il faut pouvoir avoir toute la traçabilité et puis avoir la possibilité d'aller faire réaliser dans un audit pour lequel on n'est pas forcément non plus en lien direct puisque c'est le fournisseur de nos fournisseurs. Donc, ça demande un travail plus long. Mais c'est dans les tuyaux puisqu'il y en a 3 ou 4 qui sont programmés là. Je trouve que c'est une bonne question parce que ça vous donne un tout petit peu l'état d'esprit dans lequel on est dans le groupe et dans lequel Joséphine et son équipe se trouvent. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'il y a un nombre de sujets énormes à gérer. On ne va pas tous les prendre au premier jour. On a concentré nos efforts au début essentiellement sur les audits sociaux parce qu'on considérait que c'est là qu'il y avait le plus grand risque et on pouvait plus marquer une différence. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans qu'on est vraiment bien avancé sur le sujet avec, on a un rôle moteur chez ICS et on entame maintenant l'environnement. Donc on avance pas à pas avec beaucoup d'humilité, on apprend. Et je pense que on va continuer à apprendre et à essayer de progresser pas à pas. Y a-t-il d'autres questions? Ni dans le chat, ni à l'oral, n'hésitez pas. Parfait, merci Aliénor. On regarde l'heure. On a fait le tour. Merci beaucoup pour votre intervention et pour tous ces éléments. À nouveau, n'hésitez pas à consulter la DPEF, qui est un document très pédagogique qui récapitule bien le sujet.